if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. En cette fin de semaine, bientôt le week-end, allez encore un peu d'effort. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer un petit peu les matchs qui se sont déroulés en milieu de semaine. Comme la semaine dernière, on avait fait 3 matchs de Ligue des Champions des 3 clubs français. C'était Real de Madrid contre Marseille, Paris-Atalanta et Bruges versus Monaco. Cette semaine, c'est pas de l'Europa League, mais c'est pas de la Ligue des Champions, c'est de l'Europa League, pardon. Mais le principe est le même. Voilà, on se retrouve pour débriefer 3 matchs des clubs français. Donc les 3 matchs, quels étaient-ils? On a commencé par un Nice-Rome, ensuite on a eu un LOSC versus Brann, et on a fini par un Utrecht-Lyon aux Pays-Bas. Et donc voilà, l'idée c'est tout simplement de, comme la semaine dernière, un petit peu analyser, revenir sur les matchs qui se sont déroulés, un petit peu se projeter sur la suite de la campagne européenne de ces équipes-là. Et voilà, discuter tout simplement des performances européennes de nos clubs français, voilà, tout simplement. Comme d'habitude, je pense qu'on va faire ça de manière chronologique et on va commencer par le premier match qui s'est joué. Donc c'était Nice-Rome qui s'est joué à l'Allianz Arena à Nice. Forcément, match attendu pour les supporters et les analystes du football français pour plusieurs raisons. Tout simplement déjà parce que Nice en compétition européenne c'est compliqué. On se souvient à chaque fois, dès qu'ils arrivent à se qualifier, ils n'arrivent pas à gagner un match, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Ils ont toujours un petit peu déçu. Et donc là, c'était un peu leur moyen de rentrer dans une compétition d'une bonne manière, un petit peu faire oublier cette forme de malédiction, si on peut l'appeler comme ça, qui pèse sur eux. En plus, ils n'ont pas un coach qui réussit mieux en compétition européenne, Francaise. Lui, il était sur 10 défaites, un truc comme ça. 10 matchs sans victoire en compétition européenne avant le coup d'envoi. Je crois que c'est ça la statistique. Donc ouais, compliqué. Le mélange des deux donnait pas beaucoup d'espoir. En plus, tu joues l'AS Roma. Je suis pas spécialiste du championnat italien, mais apparemment, ils font un bon début de saison. J'ai été voir, il y a 3 victoires pour une défaite en 4 matchs. Ils ont gagné le week-end précédent, le derby. Pour le coup, un vrai derby. On a parlé du petit débat en début de semaine, mais vrai derby contre la Lazio. Donc c'est des matchs importants. Ça leur a donné confiance. Donc eux, ils arrivaient avec vraiment des certitudes. Quant du côté de Nice, voilà, il y a un petit peu cette crainte des compétitions européennes. Il y a forcément un petit peu de doute quant à la réussite du projet. En plus, on affronte directement une grande écurie, donc ça fait un petit peu encore plus douter sur les capacités. À rajouter à cela la défaite contre Brest, c'était dimanche ou samedi, en tout cas le week-end dernier, 3-1 à Francis Leblay. Elle n'a pas dû mettre dans les meilleures dispositions. Le début de championnat de Nice, il n'est pas forcément mauvais, mais il y a des hauts, il y a des bas, on a l'impression que on regarde un match, il y a des certitudes. Le match d'après, on doute de tout, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y avait pas tout à jeter quand on regardait le match contre Brest, mais quand même encaisser 3 buts contre cette équipe-là de Brest, leur en marquer qu'un seul alors que c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Et c'est une équipe qui était en galère dans ce début de saison. Donc grosse déception de la part de Nice qui du coup se pointe à l'Allianz Riviera mercredi avec un petit peu l'ambition de laver ce début de saison un petit peu moyen et redonner aux supporters, voilà, l'envie de pousser derrière eux et de les soutenir tout simplement. Donc là c'est un peu le contexte du match. Si on se penche un peu plus sur les compositions d'équipe, côté Rome, je vais pas vous mentir, je sais pas forcément comment ils jouent à l'accoutumée. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'il y a quelques joueurs qu'on connaît. Je pense à Ndika, qui est passé dans notre championnat de France à Auxerre.
mais qu'on a vu exploser notamment du côté de Francfort. Il y a Zeki Çelik qui était à Lille vainqueur du championnat de Ligue 1 dans la saison 2020-2021. Au milieu, on a un milieu qu'on connaît très bien, composé de Manu Koné, international français qu'on a l'habitude de voir sous les couleurs des Bleus, au milieu de terrain, très intéressant. Et il était aligné dans ce match-là avec Neil El Ainaoui, pardon, je vais y arriver, ancien milieu de terrain du Racing Club de Lens, que moi j'avais beaucoup aimé là-bas et qui reste un de mes chouchous. Donc voilà, un milieu de terrain qu'on connaît bien. Il y a aussi des joueurs comme El Shaarawy ou Tsimikas qui sont des noms assez connus, mais dans tous les cas, Nice, quand ils reçoivent Rome, c'est plus le Rome de la fin des années 2010, quand ils vont un petit peu titiller le Grand Madrid et tout ça, mais ça reste une belle équipe et ils s'attendent à recevoir des grands joueurs et ça n'a pas trompé, hein. Quand je vous annonce la compo, je pense que vous comprenez qu'il y a des joueurs de qualité, de talent. Donc voilà, c'était sûr que ça allait être une belle opposition. Si on se penche sur la composition de Nice, forcément Francaise, il va pas changer le dispositif, hein. Quand on dit Francaise, c'est directement 3 ou 5 défenseurs selon vos avis, en tout cas 3 défenseurs centraux avec les pistons. Cette fois-ci, les 3 défenseurs centraux alignés, c'était Dante, Djoumaba et Mendy. Concernant cette défense, je vais pas arrêter de vous le dire, je pense, cette saison malheureusement, mais moi j'ai quand même des gros doutes quant à la capacité de... Je focalise pas sur ces 3-là, hein, qu'on soit clair, et même pas sur les pistons en général, mais quand on voit que la défense niçoise en septembre 2025, fin septembre 2025, elle se repose encore sur les qualités de Dante. Je ne remets pas en question les qualités de Dante, mais le problème étant que comment, en 2025, quand tu veux être une équipe compétitive en Europe et en Ligue 1, tu te reposes sur un défenseur central illustre, hein, grand respect à Dante, hein, il a joué au Bayern, je crois qu'il gagne la Ligue des Champions en 2013, si je ne m'abuse, avec le Bayern, ça doit être ça. Mais voilà, grand respect à sa carrière, mais il est sur le déclin, le frérot. Il a 41 ans, je crois, Dante. Donc au bout d'un moment, remettre toute sa défense sur lui à chaque fois, je sais pas. À chaque fois qu'il n'est pas là, ça se ressent. Là, il revient, tant mieux pour Nice, hein, il joue mieux avec Dante, mais au bout d'un moment, il va falloir trouver une alternative parce qu'à chaque fois qu'il n'est pas là, et ça va commencer à se répéter parce qu'à 41 ans, on ne peut pas lui demander de jouer 90 minutes tous les week-ends, plus en semaine. C'est compliqué. Donc voilà, j'ai des gros doutes sur ça et ça persiste et ça fait 1 à 2 saisons que je le pense, hein. Donc là, ça commence vraiment à urger, je crois, côté Nice pour trouver un remplaçant et une alternative viable à Dante derrière. Toujours est-il qu'il était là aujourd'hui et Nice va mieux quand il est là. Petit changement sur les pistons, on avait l'habitude de voir Melvin Barr à gauche, Jonathan Klaus à droite. Là, on a eu l'info avant le match que Jonathan Klaus et Terem Moffi, du coup, ils étaient arrivés en retard à un entraînement ou une causerie, je sais plus la raison. Mais en tout cas, retard, sanction, pas de titularisation pour Jonathan Klaus à droite. Ça va leur porter préjudice, hein, clairement. Je spoil, hein, mais ils ont perdu 2-1. Du coup, Tom Louchet qui est aligné à droite, moi je le préfère au milieu de terrain, Tom Louchet, mais bon, il y a pas tant d'alternatives que ça. Donc voilà, premier choix fort de Francaise, c'est la mise sur le banc de Jonathan Klaus. Un milieu de terrain renforcé, on avait plutôt l'habitude de voir un Nice qui joue en 5-2-3. Donc avec trois attaquants, avec plutôt un Sofiane Diop, un Jérémy Boga qui tournait autour de Moffi ou Carlos. Là, comme je l'ai dit, du coup c'était Carlos parce que Moffi a été sanctionné pour cause de retard. Mais il n'y a que Boga à côté de lui, ce choix il est là, on peut le comprendre avec un milieu de terrain renforcé. Quand on voit la qualité en face des milieux de terrain avec Manu Koné et Lainaoui, je comprends le choix de Francaise de renforcer son milieu de terrain avec Boudaoui, Sanson et Van Noot.
Donc voilà la compo niçoise pour aller affronter l'AS Rome. Et, et voilà, il y a pas énormément de changements. Ils arrivent quand même avec quelques certitudes, hein, on va pas se mentir. Le problème étant que ça reste une grande équipe en face avec beaucoup de qualité. Le choix qui va être fait de Nice, de la part de Nice en début de match, parfois quand on a des équipes un peu outsiders, même si l'écart entre Nice et Rome il n'est pas si grand, mais des équipes qui voilà, sont jugées sur le papier un petit peu inférieures, qui jouent à domicile, c'est de mettre un énorme pressing et mettre une grosse pression avec les supporters sur les joueurs adverses. Là, le choix, il n'est pas tout à fait comme ça. Alors, ils vont céder des supporters pour aller mettre la pression, mais c'est plus le choix d'un bloc haut sur les joueurs, mais sans forcément mettre en place un pressing tout terrain. Je pense qu'ils ont un peu craint la qualité des Romains, à juste titre. Et donc, bloc haut, pas inintéressant, ce qui leur permet de récupérer les ballons un petit peu haut sur le terrain. Voilà, c'était le choix de la part de Francaise. J'ai bien aimé leur début de match parce qu'ils arrivent à un petit peu tenir le ballon. On sent que Kevin Carlos devant, il pèse son poids, il arrive à être trouvé plus ou moins. Il est un peu laissé en individuel derrière, c'est-à-dire qu'il le défend dans un contre un. Donc il a des opportunités, mais c'est pas forcément exploité malheureusement. Et au fur et à mesure que la mi-temps passe, que le début de match se dissipe, Nice, ils vont peu à peu perdre le contrôle du ballon malheureusement. Ce qu'il y a, c'est que le bloc haut mis en place dans le début de match, il va progressivement reculer en fait. Ça, c'est un petit peu le problème des équipes qui vont chercher haut d'entrée. Au bout de 15-20 minutes, souvent, on se rend compte que ils constatent que la qualité technique de l'équipe adverse leur permettent de sortir les ballons du pressing, et du coup ils sont obligés de faire des courses vers l'arrière importantes, et du coup naturellement ils vont reculer le bloc pour éviter de se faire transpercer par la qualité technique, par la passe des adversaires. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà, c'est pour ça que naturellement le bloc niçois il va reculer, et ça va être vraiment néfaste dans la première mi-temps. Parce qu'à partir du moment, c'était autour de la 15-20e, à partir du moment où ce bloc niçois il va reculer, le milieu de terrain composé de Manu Koné et Laïnaoui, le milieu de terrain romain, il va prendre toute son importance. Manu Koné, il va avoir un vrai rayonnement dans cette première mi-temps. Au début de match, j'aimais bien l'alignement de Sanson, Boudaoui et Charles Van Hout. Mais au fur et à mesure, ils se font manger par les deux. Et en plus, il y a une supériorité avec El Shaarawy, et Soulé qui viennent apporter encore plus au milieu de terrain. Donc ils se retrouvent vite débordés. Et progressivement, Rome, ils vont mettre le pied sur le ballon. Bizarrement, ils vont pas subir tant d'occasions que ça, je trouve. En fait, là où Nice, c'est une équipe qui, d'habitude, a un peu de mal à défendre, on va pas se mentir, hein, je le répète et je le répéterai tout au long de la saison, je pense. Leur défaut principal, c'est la défense. Et là, étonnamment, ça va encore, ça tient. Les Romains, ils n'arrivent pas forcément à créer des vrais décalages pour se procurer des opportunités. Et ce qui fait que Nice tient bien la baraque, hein. Ça va, juste ils n'arrivent plus trop à ressortir le ballon en fin de première. En plus, au fur et à mesure que la première mi-temps avance, on sent qu'ils pêchent un peu physiquement, ils payent un peu, pardon, ils payent un peu leur début de match où ils vont chercher haut, ils font beaucoup d'efforts. Et donc, ce qui mène à forcément plus d'espace, plus d'occasions. On va même avoir un but hors jeu des Romains. Donc la fin de la première mi-temps, elle est compliquée. Mais Nice, il rentre quand même au vestiaire à 0-0 et avec la satisfaction de ne pas avoir trop subi. Certes, la première mi-temps, elle est compliquée. Ils font face à vraiment un rayonnement au milieu de terrain. Mais ça tient encore. C'est pas la catastrophe.
On voit bien qu'il y a une équipe supérieure à l'autre sur le terrain, mais 0-0, tout est ouvert. Donc on se permet d'y croire. Malheureusement, la deuxième mi-temps, elle va vite un petit peu distribuer les cartes et mettre fin aux espoirs, même si les deux buts de Rome, ils arrivent tôt dans la première mi-temps, dans la deuxième mi-temps, pardon. Donc on se dit qu'il y a la place encore de rattraper, mais c'est vrai qu'ils prennent deux buts coup sur coup. Le premier but, il est dû à... En fait, il y a une relance de Yvan Diouf qui est un peu ratée. Ça finit en corner pour Rome et il marque sur le corner. Et le deuxième but, c'est un décalage. Et on sent qu'ils prennent le but en 2 minutes 30, je crois, le deuxième. Et c'est dommage parce que c'est de la déconcentration. Et on avait vu la même chose contre Brest dans leur début de match où ils n'étaient pas rentrés dedans. Et ils avaient pris 2 buts coup sur coup aussi. Donc ouais, il y a un petit peu des sautes de concentration de la part de Nice qui leur coûtent cher en ce début de saison. Et là, d'autant plus sur la scène européenne contre une équipe qui prétend à la victoire finale. Hein. Rome, on va pas se mentir, ça fait partie des favoris. Ils le payent cash, ils prennent 2 buts en 2 minutes 30 comme je l'ai dit. Et à partir de ce moment-là, quand on voit la première mi-temps où ils galèrent, ils ne sont pas procurés tant d'occasions que ça, tu perds 2-0, bon là les chances elles sont compromises. Rome en plus ils vont pas relâcher leur étreinte, hein. Ils vont être très haut sur le porteur, ils vont pas relâcher la pression, ils sentent que Nice ils sont au bord du chaos. Heureusement, c'est là que Francaise intervient et il décide de faire les changements. Il va faire rentrer Terem Moffi en pointe à la place de Kevin Carlos qui a vraiment subi un match galère, très peu touché à part du coup dans le début de match comme je l'ai dit, mais après il s'est vraiment éteint. Il va faire rentrer Sofiane Diop qui va vraiment énormément apporter. J'ai vraiment bien aimé l'entrée de Sofiane Diop dans sa percussion, dans sa capacité à se projeter, à porter le ballon vers l'avant, à casser les lignes par la passe. Ça, c'était vraiment intéressant. Donc voilà. Après, du coup, on peut contester le fait qu'il est pas commencé titulaire, mais je comprends le plan de Francaise de renforcer son milieu de terrain et de laisser Boga et Carlos devant. Boga, on sent que c'est lui qui a les qualités pour faire mal à toutes les équipes que Nice va affronter. Là, il était un peu esselé du coup. Mais voilà, entrée de Sofiane Diop, entrée de Terem Moffi et entrée de Jonathan Klaus sur le couloir droit, qui lui aussi va vraiment faire du bien. Et en fait, c'est ces trois changements-là qui vont faire la différence, qui vont vraiment remettre Nice dans le match. Et grâce à eux, notamment, Nice, ils vont réussir à marquer sur un penalty provoqué par Mendy, sur un débordement bien joué, il se projette bien. Donc Nice parvient à réduire le score. En face, Manu Koné, il est sorti. Au milieu de terrain, ils prennent un peu plus l'eau. La fin la fin du match, en fait, elle va être un peu cracra côté Rome. Ils vont un petit peu stresser. Le momentum, il tourne vraiment à partir des changements et à partir du but encore plus de Terem Moffi sur penalty du coup. Mais au final, ça finit en 2-1 et la révolte niçoise, elle a finalement été trop tardive pour pouvoir espérer quoi que ce soit dans ce match. Donc dommage. Ce que j'ai à dire sur ce match, c'est que je pense que Nice a un petit peu, ça arrive souvent, j'ai l'impression, un petit peu surcoté son adversaire dans le sens où ils l'ont trop craint en fait. Ils l'ont pas attaqué comme un match normal. C'est pas un match normal. Tu joues l'AS Rome avec les joueurs qu'on a cités, c'est de la qualité. Mais je pense qu'ils avaient vraiment les moyens de leur faire plus mal. Et ils ont un petit peu trop respecté l'adversaire, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est dommage. Et au moment où ils se sont vraiment mis à jouer, c'était déjà un petit peu trop tard, un petit peu trop dans la fin du match. Donc ouais. Au final, tout n'est pas à jeter, encore une fois. Hein. Il faut garder le positif, il faut construire là-dessus. Nice, ils sont 12e en Ligue 1, donc il y a vraiment un début de saison qui n'est pas top. Là, ils vont recevoir le Paris FC ce week-end. Donc là, 3 points obligatoires, il faut vraiment relancer la machine. Après 2 défaites d'affilée, c'est important
c'est vraiment important pour eux de prendre des points là dans ce début de saison qui est pas forcément bon, hein. Faut aller chercher. Donc premier résultat des clubs français en Europa League, c'était une défaite. Donc après on s'est dit allez, faut relancer, faut prendre des points pour l'indice UEFA. Et c'est ce qu'a essayé de faire le LOSC face à Brann. Là pour le coup le contexte du match il est pas du tout pareil. Brann c'est une équipe, si vous connaissez pas, qui se situe dans le championnat hollandais aux Pays-Bas. C'est les derniers au niveau de l'indice UEFA en Europa League. Donc un adversaire plus qu'abordable pour le LOSC qui réussit plutôt bien dans les compétitions européennes. On se souvient de leur parcours européen la saison dernière, même s'il a été un peu décevant sur la fin, mais ils finissent quand même top 8 dans les 8 premiers qualifiés en Ligue des Champions, donc en battant le Real et l'Atlético de Madrid notamment. Donc Lille, ça leur réussit plutôt bien les compétitions européennes. Et là, du coup, ils jouaient un adversaire qui, sur le papier et normalement sur le terrain, aurait dû être plus faible qu'eux. On va voir que ça n'a pas été forcément le cas. Mais voilà, donc match totalement différent avec un déséquilibre normalement au niveau du niveau, tout simplement, au niveau du niveau des deux équipes. Si on peut revenir un petit peu sur les compos, je ne vous ferai pas l'offense de vous analyser la composition de Brann. Je peux juste vous dire qu'ils ont évolué en 4-3-3, c'est tout. Je connais aucun joueur, hein. Voilà, j'espère que je manque pas de respect aux gens qui sont supporters de Brann, mais je pense qu'il y en a peu. Non, on peut se pencher par contre sur la composition du LOSC. Côté Bruno Genesio, il fait le choix de mettre Igaman cette fois-ci en numéro 9. On sait qu'il y a cette alternance entre Igaman et Giroud en Ligue 1. Et là, avec l'arrivée de la compétition européenne, je pense que c'est important que les deux soient en rythme et la confiance. Donc cette fois-ci, c'était Igaman. Le week-end dernier, c'était Giroud dans la défaite face à Lens. Donc Igaman titulaire. Les plus gros changements, ils sont au niveau de la défense. On a Romain Perraud qui s'est blessé dans le derby le week-end dernier, donc il a dû être remplacé par Verdonk, première titularisation pour l'Indonésien. Au niveau de la défense centrale, on avait eu un Alexandro qui s'était blessé. Cette fois-ci, du coup, c'est en plus Ngoy qui est laissé au repos, donc on a une défense centrale composée de Chancel Mbemba et d'un petit jeune, Gofi, du centre de formation. Et à droite, alors là, c'est pas une surprise, hein, parce que ça fait quelques semaines qu'il se dit qu'il était sur le retour, mais c'était la première titularisation et le grand retour de Thiago Santos après 11 mois d'absence dû au ligament croisé, donc ça faisait plaisir de le revoir sur les terrains. Mais voilà, une défense totalement expérimentale, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble, la plupart en manque de rythme. Donc avant le début du match, on se demandait un peu ce que ça allait donner, cette défense qui se connaît pas peu ou pas du tout au final. Mais voilà. Mais on restait sur le fait aussi que Brann est une équipe inférieure sur le papier à Lille, et donc ils n'allaient pas forcément être trop mis en danger. Et ceux qui se disaient ça, moi y compris, se sont un peu trompés, hein, clairement, dans le début de match. On sent que Lille, ils vont se faire bousculer d'entrée. Brann, c'est une équipe qui sont eux en confiance dans leur championnat. Je crois qu'ils restaient sur une série de 6-7 matchs sans défaite avec 6 victoires, quelque chose comme ça, j'espère pas me tromper, mais en tout cas en confiance dans le championnat hollandais, qui se connaît, qui sait comment jouer. Et ça s'est senti dès le début de match, les Lillois ils vont se faire bousculer dans les duels notamment. Alors il y a beaucoup de fautes, l'arbitre il est obligé de beaucoup intervenir, mais en tout cas Brann ils mettent l'impact, ils mettent les Lillois sous pression en allant les chercher haut, hein. Avant le match, j'avoue que moi je m'attendais à ce que Brann développe un bloc bas et tente
d'obtenir ces occasions en contre, mais ça n'a pas du tout été le cas. En fait, au fur et à mesure du match, on voit que Brann, c'est une équipe qui a pas froid aux yeux, qui va vraiment chercher l'homme haut sur le terrain s'il le faut, en individuel s'il le faut, et, euh, et à la relance très joueuse. Ils vont prendre beaucoup de risques dans la relance, d'ailleurs ça va parfois leur jouer des tours. Ça va être des avertissements sans frais, à chaque fois ils vont pas prendre de but sur des relances, mais ouais, ils vont vraiment avoir la volonté de repartir de derrière. Au fur et à mesure de la mi-temps, Lille, ils parviennent quand même à poser un petit peu le pied sur le ballon, après 15 minutes où ils se font vraiment bouger, et c'était très haché, très âpre. Et c'est notamment du fait de Brann, hein, clairement, qui met beaucoup d'intensité dans les contacts. Ils vont réussir à poser le pied sur le ballon. On sent que le décalage il se fera sur les côtés, hein. Fernandez Pardo et Osame Sarawi qui sont titulaires. Enfin, Fernandez Pardo il joue pas vraiment sur le côté. En fait, c'est plus Mukao qui va jouer sur le côté, mais rentrer intérieur pour laisser vraiment tout le couloir droit à Thiago Santos, qui d'ailleurs a fait un très bon match, je trouve. Mais ouais, ça passe quand même sur les côtés. Sarawi il tente de percer, mais il est bien contenu par la défense de Brann. Et au final, les meilleures occasions, elles sont pour Brann, hein. Clairement, ils n'ont pas tout le temps le ballon, même s'ils le gardent bien. C'est une équipe joueuse, je l'ai dit, et ça se voit. Et donc, les meilleures occasions, elles sont pour eux. Ils parviennent même à toucher le poteau en fin de première mi-temps. Là où le LOSC, les meilleures occasions, c'est une demi-volée complètement improbable de Hamzaï Yaman, un débordement d'Osame Sarawi qui ne trouve pas forcément preneur. Donc voilà, Brann, ils ont vraiment l'occasion la plus nette en première mi-temps. Et quand les deux équipes elles rentrent au vestiaire, on se dit que c'est pas le match qu'on attendait du tout. Qu'il va falloir changer des choses pour Bruno Genesio s'ils veulent se mettre à l'abri et gagner et prendre les 3 points, parce que c'est un match hyper important pour lancer la compétition européenne et effacer aussi l'affront du week-end dernier dans le derby face à Lens, je rappelle 3-0 à Bollaert. Mais voilà, au moment de rentrer au vestiaire, assez surprenant le match et la manière dont Brann se défend et même attaque et fait vraiment bonne figure. En deuxième mi-temps, Lille va réussir à trouver l'opportunité. Ça va passer par un très bon Fernandez Pardo qui va être très remuant tout le long du match. Le but, il vient de lui, hein. Il déborde sur le côté gauche, il met vraiment une grosse accélération, il va trouver Hamzaï Yaman qui va finir. Donc Lille va réussir à ouvrir la marque assez tôt en deuxième mi-temps, et à partir de là, on se dit que le plus dur est fait. Voilà. Le plus dur, c'était de marquer le premier but, que Brann va se découvrir et que ça va aller, hein, un peu, et que la première mi-temps sera au final qu'un vilain cauchemar qu'on oublie le lendemain en se réveillant. Et non, comme on pouvait s'y attendre, au final, en voyant la première mi-temps, Brann s'accroche, parce que c'est une équipe qui lâche rien, on l'a compris. Brann s'accroche et Brann va finir par marquer par l'intermédiaire de Magnusson assez vite après le but du LOSC. Donc tout est relancé à la 60e. Et ce scénario-là, il fait un petit peu peur, parce que quand on se dit qu'on a fait le plus dur et de devoir remettre de l'intensité des courses pour aller marquer, mais en même temps, on peut se dire aussi que c'était ce qu'il fallait aux Dogs pour les réveiller, parce qu'ils étaient bougés dans ce match et pas. Ouais, ils ne développaient pas leur meilleur football. Chose aussi qui va changer la rencontre, c'est les changements. Sortie de Hamzaï Yaman, qui va être remplacé par Olivier Giroud, qui sera au final celui qui libérera le LOSC en inscrivant le deuxième but. Donc vraiment entrée marquante d'Olivier Giroud, qui est très bon choix de Bruno Genesio, qui le fait rentrer, je trouve, au bon moment.
pas trop tard parce que le LOSC était un petit peu en train de patiner. Euh, mais voilà, il fait rentrer Giroud qui marque, donc coaching payant. 2-1, cependant Lille se fait peur quand même en deuxième mi-temps. Bran tape la barre, il y a quand même des opportunités. Mais au final, voilà, le score final ce sera 2-1. La victoire, elle va être acquise. Et c'est le plus important, je pense, de commencer par une campagne européenne par une victoire contre une équipe qui est inférieure sur le papier à domicile. Bon bah voilà, c'était l'essentiel, même si je trouve que la manière n'a pas forcément été là. De 1, il fallait se rassurer après l'affront contre Lens. Et de 2, il fallait entamer par 3 points pris parce que le calendrier de Lille en Europa League, c'est pas le plus dur. Mais voilà, c'est important de prendre les points quand même quand il se présente. Même si c'est pas avec la manière, voilà, ça sera comptabilisé. Et je pense que Lille a toujours l'objectif d'être dans les 8 premiers euh, dans, dans le championnat qualificatif d'Europa League dans cette première phase. Et donc ça passait par la prise de 3 points, ça a été fait. Maintenant, ils vont devoir aborder le week-end prochain avec un match contre Lyon. Pas évident non plus, hein. Lyon, on reparlera du début de saison de Lyon quand on analysera le match d'Utrecht juste après. Mais ça va être un match compliqué, mais au moins ils ont pu relancer la machine et à eux de confirmer contre Lyon ce week-end. Lyon d'ailleurs qui est parvenu à gagner contre Utrecht. Je vous spoil le résultat, hein. Ils ont réussi à s'imposer 1-0, mais c'était vraiment pas dans un match facile. Le scénario, le contexte du match, il est un peu similaire à celui du LOSC avec une équipe d'Utrecht qui est sur le papier bien inférieure à Lyon, sans leur manquer de respect, voilà. En plus, leur début de saison, il n'est pas réussi, ils sont 8e du championnat hollandais. Donc, à l'entame du match, on se dit que ça va aller pour Lyon. Il y a toujours cette peur de match piège en compétition européenne contre ces plus petites équipes. Mais voilà, sur le papier, il n'y avait pas grand danger. En plus, Lyon, ils sont assez en confiance. Il n'y a eu qu'une seule défaite face à Rennes dans le début de saison, qui a été oubliée avec la victoire contre Angers. Un petit peu dans la douleur, mais voilà, ils se sont rassurés. Je pense qu'ils appréhendaient le match avec de la confiance. Au niveau des équipes, pareil, je vais pas vous mentir, l'équipe d'Utrecht, je la connais pas bien, à moins que on ait quand même un joueur, aussi surprenant soit-il, qu'on connaît bien en France, c'est Sébastien Haller, qui débute numéro 9 à Utrecht. Voilà, je pense que comme moi, vous saviez pas trop qu'il était là, et ça fait plaisir de le revoir. Après ses problèmes de santé, je crois qu'il avait éloigné des terrains et du Borussia Dortmund. Côté Lyon, Paulo Fonseca il décide un petit peu de faire tourner. Voilà, en vue du match aussi peut-être contre Lille ce week-end, il a fait des choix. Depuis le début de saison, on est habitué à voir Calis Mera et Corentin Tolisso au milieu de terrain. Cette fois-ci, on avait du De Carvalho et du Pavel Šulc. Pardon pour la prononciation, il y a des accents de partout, c'est un peu compliqué. Pavel Šulc, on va dire. En numéro 10, donc à la place de Calis Mera et le jeune De Carvalho acheté du Portugal, 20 ans, au milieu de terrain aux côtés de Tyler Morton. Donc voilà, un milieu de terrain un petit peu remodelé de la part de Paulo Fonseca pour un petit peu faire reposer ses cadres, Taner Tessman, Corentin Tolisso notamment. Sur les côtés, ça bouge pas. Malik Fofana qui réalise vraiment un début de saison et Karabekh aussi qui est assez intéressant, je trouve, sur le côté gauche, un profil assez particulier, pas forcément rapide, mais belle qualité de passe, belle vision de jeu et un vrai pied gauche, pardon. Et devant Martin Satriano qui voilà, fait office de nouveau buteur après le départ de Georges Mikotadze et de Alexandre Lacazette notamment. Il va lui falloir un petit peu de temps, je pense, Martin Satriano, pour s'adapter à ses nouveaux coéquipiers, à sa nouvelle équipe. Mais voilà, c'est un petit peu la seule possibilité en numéro 9,
Ce qui m'inquiète, je suis pas inquiet pour Lyon parce que les qualités au milieu de terrain et sur les côtés, elles sont là, mais avoir Martin Satriano en buteur titulaire quand on joue l'Europa League et les places européennes en Ligue 1, j'ai des petits doutes, mais bon, à lui et à eux de me faire mentir. Euh, je ne demande qu'à voir. Au niveau de la défense et du classique, on retrouve juste le fils Cloy Vert en latéral droit. Voilà, rien de bien surprenant. Et donc c'est comme ça que Lyon aborde le match contre Utrecht avec une équipe qui reste assez compétitive malgré tous ces changements, hein. C'est des Pavelchuk, de Carvalho aussi, on l'avait vu un petit peu en Ligue 1, c'est des joueurs intéressants, hein. Il n'y a pas de... Et puis le, j'ai envie de dire, la colonne vertébrale, elle n'est pas forcément bougée, même si les cadres, euh, ils sont sur le banc, ça va un petit peu leur jouer des tours, je trouve, le fait que Corentin Tolisso et Tanner Tessmann soient sur le banc. Et surtout en début de match, parce qu'en fait, en début de match, c'est le cas souvent avec ces équipes un petit peu inférieures sur le papier, qui jouent à domicile. En plus, Utrecht qui a retrouvé la compétition européenne après 14 ans d'absence. Donc le public était chauffé à blanc et en début de match, ça se sent, tout le monde est à fond. Et la pression sur Lyon, on pouvait s'y attendre, mais ça se confirme totalement. Ils prennent un énorme pressing de la part de Utrecht qui va vraiment les chercher tout terrain. Et pendant 15 minutes, Lyon, ils ont la tête sous l'eau. Ils n'arrivent pas du tout à ressortir un ballon. Ils n'arrivent pas à aligner 3 passes. Tout le monde s'agace un petit peu. Tagliafico, il commence un petit peu à s'agacer. On connaît le garçon, hein. Satriano, il touche 0 ballon. Malik Fofana, il est verrouillé. Pareil pour Karabech. Au milieu, Chouk, c'est compliqué de le trouver aussi. Donc vraiment 15 minutes de grandes difficultés. Tous les seconds ballons, ils vont être gagnés par les joueurs d'Utrecht. Il y a une énorme occasion avec un ballon qui passe devant les cages lyonnaises qui a failli être récupéré. Donc vraiment, ils se font bien peur. Mais bon, c'est toujours comme ça, hein, avec ces équipes-là. Il faut laisser passer les 15 premières minutes pour ensuite pouvoir poser le pied sur le ballon. Et c'est ce qui va se passer, hein, cette fois-ci, ça déroge pas à la règle. Au bout de 15 minutes, de par aussi la fatigue et les efforts que ça demande, hein, de faire un pressing tout-terrain comme ils l'ont fait les joueurs d'Utrecht, bah, ils vont progressivement reculer. Le bloc, il va voilà, un petit peu descendre et c'est aussi dû à la qualité technique des Lyonnais qui au fur et à mesure arrivent à se sortir de la pression. Et donc ça mine un peu le moral des joueurs d'Utrecht, hein, quand ils voient qu'ils font beaucoup d'efforts pour aller chercher haut et que les Lyonnais arrivent à se sortir de leur pressing. Bon bah voilà, ils vont préférer reculer et ça va pas leur être favorable parce qu'à ce moment-là, Lyon va récupérer la possession. Euh, mais malheureusement, la possession, ils vont pas savoir bien l'exploiter, je trouve, les Lyonnais. En plus, les joueurs d'Utrecht, ils font beaucoup de fautes. Il y a un petit peu une tension qui s'installe. On sent que l'entraîneur Paulo Fonseca, il est très nerveux. Et ça, on sait que la nervosité d'un entraîneur, ça peut se transmettre aux joueurs. Donc voilà, première mi-temps assez haché. Une possession qui est lyonnaise, mais en fait, ils n'arrivent pas trop à trouver leur attaquant. Martin Satriano, il est verrouillé. Derrière, c'est des défenseurs qui sont très athlétiques, très grands. Donc les longs ballons, la profondeur. En fait, il n'y a pas de profondeur, aucun appel dans la profondeur. Ça demande dans les pieds, mais du coup, ils sont à chaque fois repoussés. Donc peu d'occasions. Le seul danger, il va être sur coup de pied arrêté. Forcément, quand ça marche pas dans le jeu, ça peut marcher sur coup de pied arrêté. Et c'est bien joué de la part de Lyon qui, à chaque fois, va les jouer à fond. Ils ont bien raison. Et donc, ça va finir dans une énorme occasion pour le fils Kluivert, qui manque le cadre, malheureusement. Mais motif d'espoir, parce que sinon, en première mi-temps, il y a peu d'occasions en vérité, même si Lyon au final ils tiennent le ballon, ils n'arrivent pas à trouver les décalages. Et ce schéma-là, il va un peu se répéter en deuxième mi-temps, avec, je trouve, encore moins de rythme. C'est ça qui a vraiment fait défaut, je trouve, pour les Gaunes.
durant le match, c'est qu'ils n'ont pas réussi à imprimer un gros rythme et mettre une grosse pression sur les joueurs de Utrecht. Et ça permettait à ces derniers de rester au contact des Lyonnais parce que la balle, elle bougeait pas assez vite en fait. Juste, ça faisait contrôle, une touche, deux touches, passe. Et du coup, le bloc de Utrecht arrivait bien à se projeter, à naviguer, à bouger ensemble. Euh, et il aura fallu attendre encore une fois les changements pour que le match il s'emballe en fait. Euh, et c'est grâce à l'entrée de Rachid Ghezal, Taner Tessman, Alfonso Moreira et Maitland-Niles notamment que Lyon ils vont trouver la solution et en plus coaching extrêmement gagnant de la part de Fonseca parce qu'il va faire rentrer donc les joueurs que j'ai cités, hein, Tessman, Moreira, Ghezal et Maitland-Niles en même temps. Quadruple changement, ça c'est assez rare. Et sur l'action du but, les quatre sont impliqués. C'est Maitland-Niles qui fait la passe parfaite dans l'intervalle pour Moreira qui déborde, qui centre. Le centre, il va être un peu... il va pas trouver preneur, il va retomber sur Rachid Ghezal qui manque un peu son contrôle, mais ça profite à Tessman qui envoie une minace en une touche. Je vous laisse aller voir le but, il est assez incroyable. Il est sur la droite et il envoie en enroulé à l'intérieur du pied droit une minace dans la lucarne gauche du gardien d'Utrecht, Barkas. Et ça libère tout le peuple lyonnais. Et il fallait un petit peu, je pense, de fraîcheur, de sang neuf pour un petit peu bouger les lignes et casser les codes parce qu'on avait la sensation qu'ils étaient un peu trop normés et dans un faux rythme, les Lyonnais durant tout ce match. Et donc les entrées de ces quatre joueurs-là a permis à Lyon de débloquer la situation. Après le but, c'est vrai qu'on pourrait se dire que le match il s'arrête là. But de Tessman, ils ont fait le plus dur, voilà. Après le but, ça a failli partir en zizanie parce que Utrecht, ils se sont mis à attaquer. C'est vrai que en deuxième mi-temps, ils avaient eu peu de possibilités, voire aucune. Et là, le fait de prendre un but, bah voilà, ça les oblige à sortir. Et c'était pas pour le mieux pour Lyon qui a commencé à reculer, forcément subir les vagues hollandaises. Ils ont eu des grosses occasions, ils ont même failli encaisser le but, hein, clairement. Sébastien Haller, j'ai l'image où il y a un centre et au lieu de la prendre de l'intérieur du pied et claquer le ballon dans le but, il roule un peu sur le ballon. Et donc ce qui profite à Lyon en toute fin de match. Mais heureusement, voilà, ils vont subir une grosse pression comme au début du match, sans craquer. Ça aussi, c'est une qualité qu'on peut reconnaître à Lyon et qui est très rassurante et je trouve ça très positif. C'est qu'ils arrivent à subir sans prendre de but. C'est l'une des meilleures défenses du championnat de Ligue 1. Ils ont juste pris 3 buts contre Rennes. Mais sinon, ils avaient fait 4 clean. Du coup, ils ont fait 4 clean sheets. À côté de ça, là, ça en fait un 5e, toute compétition confondue. Donc ça, c'est vraiment bien, je trouve, et c'est vraiment porteur pour la suite de la saison. Ils peuvent vraiment s'appuyer sur une défense solide. Je trouve que le milieu de terrain est très intéressant. Tyler Morton, c'est un super joueur de foot. L'entrée de Tessman, elle a fait du bien et il marque en plus. Donc voilà, il y a juste un petit problème, comme je l'ai dit, au poste de numéro 9 avec Martin Satriano, qui a des belles qualités, mais est-ce que c'est vraiment le numéro 9 qui est recherché? Ils vont pouvoir quand même s'appuyer sur Fofana et Karabec, qui sont deux très bons joueurs, mais à voir. J'ai plus de doutes sur l'aspect offensif, mais voilà. Pour le moment, ça passe. On verra, encore une fois, ce sera un bon test face à Lille ce week-end, qui est une équipe avec une défense, comme je l'ai dit, avec quelques trous, quelques blessés. Donc on va voir ce qu'ils sont capables de produire offensivement. En tout cas, c'est passé pour Lyon, qui a débuté aussi bien sa campagne européenne. Donc ça fait 2 victoires et une défaite pour les clubs français cette semaine. On retrouve tout ce beau monde ce week-end. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de débrief. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitter aussi. Je mets mon Twitter en commentaire si ça vous intéresse. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour
pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!